Voir la vie en rose, garder le sourire en toutes circonstances, savoir relativiser, dédramatiser, bref, être heureux sans se prendre la tête, tout le monde en rêve. Et la tendance est à la pensée positive. D'ailleurs, selon une récente étude américaine réalisée sur plus de 70 000 personnes, être optimiste permettrait même de vivre plus longtemps. Sommes-nous tous égaux dans cette quête du bonheur? Comment cultiver son optimisme? Comment évacuer les pensées négatives? Est-il parfois nécessaire de passer par une thérapie? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Antoine Pellissolo, qui est psychiatre à l'hôpital Albert Chenevier à Créteil, près de Paris. Bonjour. Bonjour. Et Cécile Neuville, qui est psychologue spécialiste de la psychologie positive. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec cette question. Il paraît que les optimistes vivent plus longtemps. Effectivement, on vient d'en parler. Comment la science peut-elle expliquer cela ? Alors, je crois que c'est déjà quand même important de dire que c'est vrai, que c'est démontré par cette dernière étude, effectivement, et d'autres aussi. Parce qu'au départ, ça peut paraître un peu fort. Il y a vraiment des données assez robustes. On gagne à peu près entre 5 et 10 ans d'espérance de vie si on est parmi les plus optimistes. Donc, c'est quand même assez fort. Il y a plusieurs explications hypothétiques, parce que ça reste encore à explorer. Il y a deux choses. D'une part, l'optimisme probablement conduit à des comportements de santé qui sont plus favorables, faire plus attention à soi, avoir une activité physique, faire attention à ce qu'on mange. Donc indirectement, des comportements qui améliorent la santé et en tout cas qui préservent des maladies. Et puis deuxième chose, plus directement peut-être, et ça reste encore à démontrer, un effet direct des émotions positives sur le corps, sur la biologie cellulaire même de nos cellules, sûrement en limitant les effets du stress, parce qu'on ne peut pas faire positif d'un côté et négatif de l'autre. Donc les émotions positives permettent de mieux lutter contre les émotions négatives et donc contre les effets du stress. Et ça, on sait que le stress rend malade, est toxique pour le corps. Et donc, Mais ça, cet effet bénéfique, ça serait par exemple par le biais de neuromédiateurs émis par le cerveau, ce serait oui, directement? Alors c'est forcément à cause c'est forcément des substances biologiques. Alors on sait par exemple que les effets du stress, le stress est toxique sur les cellules, c'est au travers du cortisol notamment. Et les effets des émotions positives, c'est probablement de limiter la toxicité du stress et peut-être de favoriser effectivement des substances dans le système inflammatoire et dans le système immunologique pour mieux se défendre contre les maladies. Alors si c'est pour gagner 5 ou 10 ans de vie, j'imagine que tout le monde veut devenir optimiste, mais on a une question, devenir optimiste, est-ce que c'est une simple question de volonté ? Alors, il y a forcément une question de volonté au départ, c'est-à-dire qu'on ne forcera personne à être heureux s'il ne désire pas l'être, ou en tout cas à apprendre à l'être s'il ne désire pas de l'apprendre. Donc oui, il y a forcément... C'est Jean-Marc Barilou qui dit comment faire pour être positif, je n'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Donc déjà, il faut le vouloir, certes, c'est déjà la première étape, une volonté personnelle et pas imposée. Et ensuite, il y a des stratégies qui se développent de plus en plus. Il a été démontré justement par une recherche qui démontre que notre bonheur dépend de 50% de la génétique, 10% seulement de l'environnement, mais 40% de ce qu'on en fait, nous, au quotidien. Donc de nos choix d'alimentation, de sommeil, d'activité, de nos choix aussi de vouloir apprendre des stratégies liées au bonheur. Et donc déjà, de s'intéresser à des émissions comme celle d'aujourd'hui, pour commencer, et ensuite d'aller plus loin, de creuser sur toutes ces ressources, j'ai envie de dire, diverses et variées, aujourd'hui, par Internet, par des livres, par des rendez-vous, si on veut aller plus loin en thérapie. On nous demande comment désamorcer les pensées automatiques négatives. Si on pouvait répondre en une seule phrase, ce serait merveilleux, mais on ne ferait plus ce métier-là. Ceci dit, oui, il est tout à fait possible de commencer à réapprendre. Là encore, c'est un modèle d'éducation. C'est un peu comme avec un enfant. Quand on commence à lui apprendre à parler, il faut qu'il le répète. Un des premiers petits trucs peut-être qu'on peut partager, c'est de commencer à observer ses pensées, tout simplement, et se mettre un petit bracelet, en fait, on va dire en caoutchouc, quelque chose comme ça, et qu'on puisse facilement changer de bras. Et dès qu'on a une pensée négative, changer le bracelet de bras, psychologiquement, le cerveau commence à intégrer qu'il y a un phénomène de changement en cours. Et donc, parce que je ne veux plus faire ce changement-là, le cerveau va intégrer le nouveau processus de pensée pour pouvoir éviter de changer. Et il va commencer à intégrer des processus de pensée plus positives, ce qui aidera à changer progressivement. Oui, je pourrais juste compléter en disant qu'il n'est pas anormal d'avoir des pensées négatives. Donc le but, c'est pas de vouloir faire que de la pensée positive. C'est pas du tout la méthode Coué, comme on le dit souvent. Par contre, c'est plutôt de ne pas s'enliser dans des ruminations. En fait, vraiment, ce qui est toxique pour l'esprit, pour
pour le bien-être, ce sont les ruminations. En gros, c'est des pensées qui ne servent à rien, où en fait vous ruminez des choses, vous ressassez des questions, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui va m'arriver, enfin des choses qui tournent en boucle. Et je pense qu'on peut se rendre compte que là, il y a un problème quand on tourne en boucle, justement. Oui, mais quand on répète on tourne en des boucle choses. comme ça, on est presque déjà dans la maladie, non? Non, parce que ça peut être un style. Hein. Il y a des gens qui ont un peu dans leur façon, dans leur tempérament, d'être plutôt un peu comme ça dans le pessimisme. Et donc c'est ça qu'on peut essayer de rectifier, effectivement, un peu par une forme de travail un petit peu progressif et mental. Marina l'a dit, vous êtes psychiatre. Les médicaments peuvent essayer de changer les choses, au même titre qu'il existe des antidépresseurs. Est-ce qu'il y a des médicaments qui permettent... Des positiveurs? Des positiveurs. Non. Il y a évidemment des traitements des pensées négatives liées à la dépression, hein, effectivement, quand on est dans une maladie dépressive. Mais quand on n'est pas dans une dépression, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour devenir plus heureux ou changer ses pensées. Je crois que c'est vraiment plus un travail sur soi, de vraiment repérer le lien entre son mode de pensée et ses comportements et ses émotions. Parce que c'est en changeant ce sur quoi on peut agir sur un peu son comportement et un peu ses pensées, que les émotions suivent dans le sens positif. On nous demande si l'exercice physique peut rendre positif ou pas. Est-ce qu'il y a un sport dans ce cas-là champion en la matière? Alors oui, pour le coup, il y a même eu des expériences de fait justement sur l'accompagnement à la guérison de la dépression, avec des traitements à la fois que par médicaments, justement, des traitements que par les psychothérapies TCC, enfin dire de comportement, voilà. Et celles associées à aussi de l'activité sportive. Et en fait, quand on fait de l'activité sportive, ça développe aussi les fameuses hormones de bien-être dont on parlait tout à l'heure, ce qui augmente l'impact de la thérapie en fait. Donc, et là où il y a un vrai avantage, et pourquoi on parle souvent du sport en lien avec la guérison, c'est que c'est durable. C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui permet de rester dans le temps. Ces expériences démontrent que par exemple, une personne va rechuter plus facilement si elle n'a pas fait de sport avec la même thérapie que si elle avait fait du sport. Donc le sport est vraiment un accélérateur déjà, et en plus, comme on pourrait dire, qui permet de durer dans le temps les effets d'une thérapie. On a quand même l'impression qu'il y a une pression aujourd'hui à devoir être positif. C'est quand même quelque chose d'assez prégnant aujourd'hui. Il n'y a pas un risque malgré tout pour que du coup certains se tournent vers des produits, vers des drogues pour avoir de manière artificielle ce côté positif? Alors, la question de vouloir à tout prix imposer des choses, hein, comme je disais tout à l'heure, n'est évidemment pas souhaitable. Ce qui est préconisé, c'est plutôt de faire ce qu'il faut pour bien se connaître et faire des choix qui correspondent à nos valeurs. Parce que le bien-être, le bonheur même, si on va jusque-là, c'est vraiment d'être en accord avec ses valeurs. Si dans le fond, vous êtes quelqu'un qui n'a pas très envie de faire la fête tous les jours, ben, c'est pas la peine de se forcer effectivement. Et c'est dans ce cas-là, sinon qu'on peut tomber dans des excès parce que vous allez être dans un milieu où on va vous pousser. Je pense que les recherches de drogue, par exemple, c'est rarement une recherche de plaisir, à part quelques cas un peu d'utilisation un peu récréative, comme on dit, mais c'est plutôt souvent une réponse à une souffrance. Donc c'est plutôt en essayant de prendre soin de soi qu'on pourra mieux lutter contre ces risques de dérive, quels qu'ils soient, hein, de toxiques, addiction ou autre. Alors il y a peut-être un autre moyen pour être optimiste, c'est d'aller sur le web et d'aller entre autres sur Instagram. Vous allez y trouver ce qu'on appelle des influenceurs qui partagent eux des pensées positives. Accidents, handicap, maladies, ils vivent ou ont vécu des drames dans leur vie et positifs chaque jour malgré leurs galères. Parmi eux, il y a Romain, alias Roro le costaud, tétraplégique depuis 7 ans. Il partage sans filtre son quotidien sur Instagram avec un mot d'ordre: dédramatiser. Vous voyez ce reportage Camille Leclerc, Claude Pavelec et Thierry Oden. Hey, salut les loulous! Bon, je voulais vous dire, des fois tu as l'impression d'avoir perdu ton temps dans la journée, c'est une journée de gâchée, il n'y a rien eu de bien. Romain ne parle pas seul, mais avec ses 40 000 abonnés sur Instagram. Chaque jour, il réalise une quinzaine de courtes vidéos éphémères comme celle-ci, car Romain est ce que l'on appelle un influenceur. Et de ce que j'ai fait de positif surtout. Dans mes stories sur Instagram, tous les jours, je partage un petit peu mes conseils du quotidien. Je partage aussi les galères du handicap. J'aime bien sensibiliser les gens sur le handicap, c'est important. Je partage aussi beaucoup d'humour sur le handicap parce que ça permet de dédramatiser la chose. Cette joie de vivre qu'il partage avec ses abonnés, Romain ne l'a jamais perdue malgré son accident de ski il y a 7 ans, celui qui l'a rendu tétraplégique. Je ne me souviens pas d'avoir eu ce moment où on se dit ah, c'est dramatique, ça va pas. Je me suis plutôt dit, écoute, t'es comme ça, bats-toi pour t'autonomiser le plus possible pour pouvoir vivre normalement, même si t'es en fauteuil. Et sa philosophie n'inspire pas uniquement les personnes en situation de handicap. Des hommes, des femmes, beaucoup de mamans, beaucoup de papas. C'est très hétéroclite en fait. J'ai même des mamies. J'ai des mamies qui me parlent tous les jours.
Et les gens en général qui m'écrivent viennent me dire « ça fait du bien de voir de la joie de vivre, ça fait du bien de voir votre compte parce que ça permet de relativiser nos petits problèmes du quotidien ». Et moi, ça, quand j'entends ça, j'ai tout gagné. Hein. Avant de se dévoiler sur le réseau social, Romain ne postait que des clichés de sa passion, le handisport. Aujourd'hui, pas de séance photo, mais un entraînement sous les yeux de sa mère et de son frère, tous deux épatés par sa générosité. Je trouve ça très bien, au moins il y a un échange. Et puis ça veut dire quelque part, il est peut-être handicapé, mais il peut aider d'autres personnes. Et ça, c'est très bien, parce qu'il y a même des gens quelquefois qui ne sont pas handicapés, qui ne le font pas. Allez, 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 allez. Les seules limites qu'on a sont celles que l'on s'impose. Moi, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, si tu m'avais dit un jour que je ferais un marathon, je t'aurais peut-être dit ouais, t'es une grande malade. Et puis finalement, bah non, je l'ai fait, j'en fais plusieurs. Et demain, je ne sais pas où je m'arrêterai, quoi. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est que on ne sait pas de quoi demain est fait, mais malgré ce qui peut nous arriver, en sport comme ailleurs, on peut se dépasser. Grâce à Instagram, Romain anime désormais des conférences pour sensibiliser au handicap et encourager le dépassement de soi. Pour suivre les histoires de Romain, vous pouvez aller sur son compte Instagram qui s'affiche en bas de votre écran. On nous demande comment apprendre à un enfant à être quelqu'un de positif. Déjà, est-ce qu'il faut commencer dès l'enfance ? Alors autant faire les choses tôt. Alors, je pense que l'exemple qu'on a vu, c'est que l'optimisme et la pensée positive est communicative. On peut transmettre des choses. Si on s'entoure de personnes positives, on sera plus positif. Donc évidemment, les parents et l'éducation jouent un rôle important, tout en s'adaptant à chaque fois aussi à la personnalité de chacun. Je crois que l'objectif principal, c'est d'arriver à une certaine flexibilité, c'est-à-dire à pouvoir être négatif quand malheureusement il faut passer des étapes. Et une étape comme ça, je pense que n'importe qui ne peut pas la franchir sans du tout une remise en question ou autre. Il y a des gens qui sont des surdoués du bonheur, on a l'impression qu'ils passent, mais ce n'est pas la majorité, ça c'est sûr. Oui, oui, mais pour les enfants, par exemple, si on veut essayer effectivement de leur apprendre à être quelqu'un de positif, c'est quoi ? C'est en permanence leur montrer qu'il y a plus compliqué, plus difficile qu'eux, des vies plus douloureuses ? Non, ça serait plutôt prendre le problème sous l'angle effectivement négatif. Non, c'est plutôt de leur apprendre à, on dit un petit peu à savourer ou à prendre conscience de tous les moments positifs et de ne pas être en permanence dans soit avant, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, soit qu'est-ce qui va se passer après. C'est beaucoup d'être dans le moment présent, la bonne façon d'imprimer les choses. Si je peux ajouter aussi, il y a deux choses importantes dans l'éducation qu'on appelle l'éducation positive, maintenant dans le courant, on va dire, c'est de montrer l'exemple, c'est-à-dire que déjà développer soi-même son optimisme, sa positivité au quotidien va forcément influencer l'enfant qui est vraiment dans le mimétisme de ses parents. Donc c'est ce qui va influencer une grande part de son comportement et de sa personnalité, mais aussi c'est de lui apprendre à dire les mots, développer son vocabulaire et ses émotions, lui apprendre chaque soir à lui demander alors qu'est-ce que tu as vécu de bien aujourd'hui et non pas qu'est-ce que tu as fait à l'école ou est-ce que tu as été sage, de commencer à regarder les bulletins de notes non pas en montrant la pire note mais en commençant à regarder aussi celles qui sont agréables, qui sont bien, ce qui ne veut pas dire nier les autres mais porter au moins autant d'attention sur ce qui s'est bien passé que sur ce qui s'est moins bien passé et avec bienveillance et sans jugement ou critique directe envers l'enfant ou son comportement. J'essaye de positiver, mais je suis entouré de personnes très négatives. Comment ne pas se laisser influencer et influencer son humeur ? Alors pareil, plusieurs options, mais une des premières options, c'est de beaucoup moins réagir. On parle de réponse passive. Il y a eu des recherches faites sur ça, sur les communications au sein des personnes dans les différents contextes sociaux. Et donc, c'est-à-dire que quand on est face à des personnes pessimistes, on va moins réagir avec beaucoup moins d'enthousiasme. Mais par contre, on va être à l'affût de la moindre petite phrase plus positive, de la moindre petite intention positive ou bienveillante. Et là, ils mettent beaucoup plus d'énergie, de questions d'intérêt. Et assez étonnamment, et vraiment, je vous invite tous ceux qui regardent à faire l'expérience, ça fonctionne. C'est-à-dire que les personnes sont en quête de reconnaissance plus que d'attention au négatif. Et si on porte de l'attention à leurs phrases positives plus qu'à leurs phrases négatives, petit à petit, ils vont commencer à évoluer vers un peu plus de positif aussi. Comment apporter de la positivité dans un environnement de travail stressant ? Alors c'est sûr que le stress ne favorise pas l'optimisme. L'essentiel, c'est sûrement d'avoir à chaque fois une marge d'action,
On sait que le stress vient souvent du fait qu'on n'a pas les moyens d'appliquer ce que l'on souhaiterait appliquer. Donc c'est avant tout de préserver des temps, alors des temps dans son propre emploi du temps, des moments où on va pouvoir se poser un petit peu et réfléchir à ce que l'on souhaite développer. Et puis dans les organisations, arriver à avoir des temps de réunion, des temps d'échange qui soient constructifs et pas uniquement sur des choses qui sont les problèmes que l'on rencontre. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas choisir complètement les collègues avec lesquels on travaille, c'est pas toujours simple. Mais comme on le disait, même pour le quotidien, on dit souvent la gratitude par exemple est un élément essentiel, de pouvoir juste dire merci aux personnes avec qui on a plaisir à travailler, enfin nourrir les échanges de cette pensée positive, de ce climat positif, ça peut être que bénéfique. Comment faire la différence entre un caractère négatif et un comportement dépressif? Question masculine. Alors il y a sûrement un continuum, effectivement. Les personnes qui ont un tempérament plutôt morose, pessimiste, ont une plus grande propension à faire des dépressions, mais ce n'est pas la même chose. Une dépression, c'est vraiment un épisode avec un début, une fin. Et donc il y a un changement dans le mode de réaction, de fonctionnement au quotidien. Et donc une dépression, ça se soigne. Vraiment, c'est le rappel qu'il faut toujours avoir, parce que ça peut... Et puis on peut avoir l'impression en fait que c'est la personnalité, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie, donc ça se soigne avec des médicaments ou avec des psychothérapies. Quand c'est plutôt le tempérament, c'est là où on revient à des questions plus de fond sur des petits changements sur le long terme. Alors pour atteindre le bonheur, certains choisissent le sport, on l'a vu, d'autres la méditation, d'autres militent dans une association ou changent de vie. En tout cas, de plus en plus de monde se tourne également vers ce qu'on appelle la psychologie positive. Et depuis une dizaine d'années, elle est partout, dans nos bibliothèques, bien sûr, mais aussi dans les écoles, les entreprises. Nouvelle utopie ou simple produit marketing, l'engouement sans précédent pour cette discipline nous a interrogés. Faut-il absolument être heureux et à tout prix? Réponse dans ce sujet signé Anne-Laure Jean et Cyril Baumlard. Premièrement, vous détenez 40% de votre capacité à être heureux. Tout est une question d'interprétation. Bravo! Deuxièmement, cessez de vous comparer. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et en plus de ça, c'est comme vous êtes que nous avons besoin que vous soyez. Bam! Troisièmement, s'affirmer, c'est s'estimer. Et en s'affirmant, on gagne du temps. Wesh ma gueule! Sur scène, ce ne sont pas 3 actrices, mais 3 thérapeutes, 3 représentantes de la psychologie positive. Une discipline née à l'aube des années 2000 aux États-Unis et présentée comme la science du bonheur. Dans l'approche de la psychologie positive, il y a vraiment une énergie de vie et une joie, ça pétille, qui, même si on est au fond du trou, peut nous permettre, quelques instants peut-être dans la journée, quelques instants dans notre semaine, de sortir la tête de l'eau. Savez-vous que vous avez des super pouvoirs? Pas trop, hein? Pour la psychologie positive, un seul credo, le bonheur, ça se travaille. Il suffit simplement de connaître ses forces pour mieux s'épanouir. C'est pas quelque chose du monde des bisounours, ça n'est pas du tout ça, c'est de dire que dans la vie, il y a des choses qui peuvent être difficiles, on traverse des épreuves, et malgré ça, le cerveau humain est fait de telle sorte que nous avons les ressources en nous pour non seulement affronter ces choses qui peuvent être difficiles, mais en plus même pour nous développer harmonieusement, pour arriver à une version de nous-mêmes dans laquelle on se sent à l'aise, on se sent bien. Le bonheur ne serait donc plus un idéal philosophique, mais un objectif facilement accessible. La méthode est simple et le business florissant. Littérature, spiritualité, mais aussi santé, coaching et même diététique. Pour les maisons d'édition, la quête du bonheur se décline à toutes les sauces. En fait, le développement personnel dans les années 70-80 était plus réservé en fait aux hommes politiques, aux décideurs, aux grands patrons, aux cadres dirigeants. On parlait plus de performance, de succès, de recherche de profit, par exemple, pour les entreprises. Aujourd'hui, en fait, on touche monsieur et madame tout le monde. Encouragée par des coachs survitaminés, la recherche du mieux-être tourne à l'obsession. Loin de la démocratisation espérée, l'injonction au bonheur prend alors des airs de dictature. La dictature du bonheur elle se manifeste en chacun. Dans toutes les consultations, pratiquement, il y a une pression. Et on a l'impression que c'est le sujet lui-même qui se la met, cette pression. Mais on voit bien qu'il y a la société, il y a la famille, il y a les médias éventuellement, qui poussent chacun à être au mieux, surtout à ne pas se déprimer au travail, surtout à ne pas montrer ses faiblesses.
Avec la psychologie positive, le bonheur est finalement perçu comme un choix personnel. A l'inverse, les gens malheureux seraient donc responsables de leur souffrance. Un échec difficile à assumer. La société veut nous empêcher de déprimer parce qu'on a besoin d'être constamment adapté et adaptable à des conditions sociales qui sont de plus en plus difficiles pour la psyché. Donc la psychologie positive, ce serait une façon de créer de la résilience face à des conditions de vie qui nous insécurisent constamment. Pas de quoi faire l'éloge de la déprime pour autant. La sociologue ne critique pas la soif de bonheur. Pour le trouver, elle nous invite à construire une meilleure société, et pas seulement une version positive de nous-mêmes. On nous demande si les pensées positives peuvent guérir un cancer. Alors, on va dire non, bien sûr. Par contre, être optimiste, on sait que ça favorise la guérison quand on se soigne. Probablement, ça améliore l'énergie qu'on va mettre dans les soins. Et ça, c'est assez net. On a des études sur optimisme et alimentation. Alors, on sait que les personnes optimistes, on le disait tout à l'heure, ont un meilleur régime alimentaire globalement et donc sont moins exposés, par exemple, au surpoids, l'obésité, les complications. Là aussi, c'est sûrement des phénomènes complexes parce qu'il peut y avoir des facteurs communs aux deux. Le fait d'être dans une dimension plutôt de soin de soi Alors, être optimiste, ça permet aussi d'oser de faire des choses parce que quand on pense que les choses vont bien évoluer, on peut faire plus d'efforts. Tandis que quand on est pessimiste, on a tendance à baisser les bras. Léa demande, oui, quelque chose. Au Canada, ils ont fait une étude justement sur le lien entre l'optimisme et l'alimentation. Et ils ont en fait accompagné sur plusieurs mois des personnes vers une meilleure hygiène de vie alimentaire. Certaines étaient aussi accompagnées par un coaching plutôt vers le développement de l'optimisme et pas de la thérapie. Et donc du coup, il y a eu des meilleurs résultats sur les habitudes durables, encore une fois, d'une bonne alimentation avec les personnes qui ont développé leur optimisme, plus que celles qui ne l'avaient pas développé, qui revenaient assez facilement vers leurs anciennes habitudes. Justement, puisque vous parlez de coaching, on voit se développer mais vraiment un nombre de coachs en développement personnel, en pensée positive. Il n'y a quand même pas un risque aussi que n'importe qui s'improvise comme ça coach et puisse être délétère? Alors, il faut bien effectivement différencier la psychologie positive du développement personnel, même si on en fait souvent le lien entre les deux. Alors moi, je suis bien positionnée puisque j'utilise les deux. Donc, je suis vraiment à la fois psychologue et j'utilise la psychologie positive qui s'appuie sur des recherches scientifiques et c'est vraiment là la spécificité de la psychologie positive. Après, tout ce qui est développement personnel, c'est aider des personnes en demande à se développer et à aller vers le meilleur d'elles-mêmes. Mais encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, cela doit venir absolument d'une demande de la personne. Après, pour revenir sur le fait que ce soit imposé ou non, j'ai envie de dire, le monde c'est un petit peu comme un grand buffet, chacun est libre de se servir. Et si on peut aider des personnes qui veulent apprendre le bonheur à avancer vers ça, pourquoi pas. Par contre, ne pas forcer ceux qui ne s'intéressent pas sans forcément leur mettre de culpabilité. Oui, est-ce que tout le monde peut vraiment aider ou est-ce qu'il faut quand même malgré tout être formé pour ça? Je crois que le risque, comme vous disiez, c'est l'appétence que beaucoup de monde a, puisqu'on en parle beaucoup et à bon escient. Et donc ça attire une forme de commerce quand même, il faut le dire, et avec des personnes soit pas forcément bien formés, parfois mal intentionnés aussi. Il y a des dérives sectaires qui viennent un peu dans ce domaine-là. Et puis deuxième chose, des méthodes qui sont parfois un peu des méthodes simplistes, qui ont l'apparence de thérapie qui n'en sont pas et qui ne marchent pas tout simplement, donc qui peuvent être coûteuses. Pas forcément des gros risques en dehors des sectes en question. Le risque, c'est aussi de ne pas être pris en charge quand on en a besoin pour des vraies pathologies. Le meilleur moyen, c'est de trouver des professionnels qui ont suivi eux-mêmes des formations, soit en psychologie positive, en psychothérapie positive, ou même dans des écoles de coaching professionnelles. Mais voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Un appel à témoins? Syndrome du canal carpien, arthrose ou maladie de Dupuytren. Vous avez subi une chirurgie de la main. Venez nous en parler sur le plateau à l'émission. Pour ça, rien de plus facile. 01 58 88 85 21. Et demain, on répondra à toutes vos questions sur la maladie de Parkinson. On verra comment on vit avec cette maladie et quels sont les traitements actuels. D'ici là, passez une très bonne après-midi. Au revoir. Excellent après-midi.